bonjour à tous. Bonjour Florence. C'est la troisième fois qu'on se dit bonjour. Pour cette troisième étape et dernière de l'émission La politique, ce n'est pas sale, en direct sur Rose Combat TV, sur Facebook, sur Twitter et sur Twitch. Vous pouvez nous suivre. Aujourd'hui, donc sur cette troisième partie, nous allons parler de séries télé et de politique, avec le merveilleux titre, avec un jeu de mots dedans, Rose is the New Black. Voilà, Est-ce que tout le monde a vu la référence qui avec fait Orange référence is the New donc Black à Orange is the New Black. Tout le monde là, c'est parfait. Donc on sera accompagné pour cette heure d'échange avec Corinne Narassiguin, qui est la numéro 2 du Parti Socialiste, juste derrière Olivier Faure, très engagée dans la campagne auprès de Raphaël Glucksmann. Donc on le redira plusieurs fois dans la soirée. On est à quelques heures du premier tour des élections et du seul tour des élections européenne dimanche, et donc elle est fan de Game of Thrones, donc ça c'est assez classique, mais aussi de Battlestar Galactica. Bonjour. Bonjour. Et on est aussi avec Olivier, alors, on l'a déjà vu tout à l'heure, mais on va le représenter. Il est de Nouvelle Donne Campus, il a marché pour le climat, donc il a encore un petit peu d'énergie pour rester avec nous. Il ira peut-être coller tout à l'heure des affiches avec Emma. Et donc lui, il est fan de Camelot et de The Expanse. C'est ça. Rebonjour. Bonjour. Et nous avons l'honneur de recevoir Séverine Barthes, donc à ma gauche. Alors, vous êtes maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'université Sorbonne Nouvelle. Et vous êtes chercheuse au CIMSéisme. Est-ce que vous pouvez me dire en 2 mots ce que c'est exactement le CIMSéisme ? C'est notre laboratoire de recherche qui est spécialisé sur les médias et qui a été un des premiers laboratoires en France à travailler sur la télévision et les séries. Vous travaillez particulièrement sur les relations entre économie et écriture dans les séries télévisées américaines et françaises. Vous êtes une des co-autrices de Décoder les séries télévisées aux éditions De Buck en 2017, qui est sorti en 2017. Et vous êtes l'autrice du carnet de recherche Alert Spoiler sur la plateforme de blogging scientifique hypothèse.org. Et vous venez de co-diriger le dernier numéro de la revue Télévision consacrée aux mutations de la télévision. C'est aux éditions du CNRS et c'est sorti en 2019. Oui, il y a un mois. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Et nous retrouvons Emma Rafovitch, qui est responsable des jeunes du PS à Paris et militante dans le 11e arrondissement de Paris également. Bienvenue à nouveau sur notre plateau. Merci. Alors si je vous parle de À la Maison Blanche, Borgen, Une femme au pouvoir, VIP, The Newsroom, House of Cards, Scandale, Baron Noir, The Good Wife, Rome, Spin City, Marseille, La Servante écarlate, je pourrais en citer plein. Pourquoi se passionne-t-on aujourd'hui pour les séries politiques ? Je pense qu'il y a d'abord cette fascination pour les méchants. Et l'homme politique est très facilement transformé en méchant dans les séries contemporaines. Si on regarde historiquement, il y a toujours eu des séries politiques à la télévision américaine depuis les années 70, mais elles étaient très largement minoritaires. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un nouvel engouement pour ce type de fiction qui est lié à plusieurs choses. Je pense ce goût pour des histoires moins lisses, qui sont plus rugueuses, où il y a plus de choses. Aussi, sans doute une désaffection pour la politique des partis. Et donc, la politique a toujours intéressé les gens, mais aujourd'hui, on voit un très net recul de l'intérêt des gens pour la politique, on va dire, institutionnelle. Mais en revanche, un engouement de plus en plus grand pour une politique, on pourrait dire, presque citoyenne. C'est-à-dire que les gens achètent local. Ça, c'est aussi un engagement politique, mais qui ne va pas forcément se traduire institutionnellement. Et je pense que le goût pour les séries politiques, il est aussi lié à ça. Et donc, Corinne, la même question ? Je ne sais pas si c'est parce que les gens aiment les méchants. Parce que je pense que, en tout cas, dans l'ère dans laquelle on se retrouve avec une forme de... les séries cultes et les séries à grand succès, la mère de toutes ces séries, c'est À la Maison Blanche, c'est The West Wing. Et c'était quand même fondamentalement optimiste. C'est quand même le président Bartlett, c'est le président idéal. C'est comme l'a dit Barack Obama lui-même, je crois, dans un des dîners des correspondants de la Maison Blanche. C'est la fantaisie démocrate d'Aaron Sorkin. Et donc, je crois que c'est plutôt les aspects des jeux de pouvoir, de la convoitise, l'ambition, mais aussi la complexité de ces jeux de pouvoir qui font des intrigues intéressantes. Et quand ce sont des séries justement qui parlent à l'intelligence aussi du spectateur, qui fait qu'il peut y avoir quand même cette envie cette forme d'addiction en fait à ces séries-là. Et donc moi je vais prendre un biais un petit peu plus optimiste, même si je suis tout à fait d'accord sur le fait que l'évolution malheureusement du politique dans les séries devient de plus en plus cynique.
Et donc, Olivier, justement, quelle série vous suivez, vous, par exemple? Baron Noir en tout cas. Et pourquoi cette série, pourquoi elle Baron Noir? l'intéresse? Je pense que par rapport au rapport qu'on a aux séries politiques aussi. C'est une série française, bien sûr. C'est une excellente série française. J'ai compris que c'était peut-être pas la meilleure. On a déjà débattu avant, mais je pense qu'il y a un rapport à la fascination. On se dit c'est une fiction. Allez, ça va, c'est une fiction, c'est pas la réalité. Et pourtant, ce qui est énorme dans Baron Noir, il y a un côté scénique où on voit par exemple à un moment le nouveau gouvernement d'Amélie, alors je me souviens plus son nom, qui est la présidente, et on voit la deuxième photo du gouvernement de Macron. Il y a ce côté réaliste que je trouve tellement bon dans cette série, et on se dit c'est ça, c'est ce côté à la fascination. On se dit non, c'est pas possible, c'est pas ça la politique. Et des fois je me dis mais non, en fait c'est un documentaire. On reconnaît quand même derrière. House of Cards c'est pareil, il y a une violence par moment. On se dit non, c'est de la fiction. Et d'un autre côté on se dit malheureusement des fois ça peut être de la réalité. Donc je pense qu'il y a ce rapport à la fascination qui est derrière la série politique. Emma? Je ne sais pas personnellement si c'est une fascination des méchants. Enfin, moi, ce que j'aime dans les séries qui parlent de politique, c'est plutôt celles qui, on va dire, développent une Vous fiction. suivez laquelle, par exemple? Moi, je suis The Good Fight. J'adore The Good C'est Fight. la suite de The Good Wife, C'est ça, qui est finalement beaucoup plus politique, alors qu'on ne suit pas autant qu'avant un candidat pour le Congrès américain, mais on suit l'évolution d'un cabinet d'avocats à grande majorité afro-américaine dans, on va dire, ce monde de Trump aux États-Unis et tout ce que ça implique. Et donc ça, moi, qui me fascine aujourd'hui, c'est qu'on vit dans un monde politique bien réel, qui est finalement parfois beaucoup plus effrayant que ce qu'on va voir dans les séries télé. On va avoir dans les séries de la fiction qui va peut-être nous faire plus envie que peur, alors qu'on a dans la réalité des choses un Bolsonaro au Brésil, un Trump aux États-Unis, un Brexit en Grande-Bretagne. Donc c'est des choses qui, enfin, la frontière de la peur, en tout cas entre la fiction et la réalité, est devenue beaucoup plus fine que ce qu'elle n'était par le passé. Et est-ce qu'on ne peut pas ranger Black Mirror, qui est une série de science-fiction, mais qui évoque un sujet politique par épisode, quasiment? Oui, c'est ça. C'est aujourd'hui, en fait, ce qu'on appelle la série politique est peut-être beaucoup plus large que ce dont on parlait. C'est-à-dire, c'est pas juste une série qui parle des personnes politiques. Aujourd'hui, on a une flopée de séries engagées ou qui vont parler de sujets pour s'engager. Black Mirror va parler des dangers ou des aspects plutôt positifs de l'évolution, on va dire, des numériques. C'est ça, de la technologie. Mais on va avoir d'autres séries qui vont... d'un point de vue même des séries, on va dire plutôt pour les ados, mais par exemple sur Netflix il y a eu la série Sabrina l'apprentie sorcière qui a eu un revival de la série des années 2000 où les héroïnes, alors qu'on reste dans un contexte très série ado, hein, c'est-à-dire avec des histoires d'amour, des histoires de magie, vont créer une asso féministe dans leur lycée. Donc c'est ce genre aujourd'hui d'évolution. Justement, est-ce que ces séries politiques, on peut appeler ça comme ça, est-ce que c'est le miroir de la société? Est-ce que c'est un miroir déformant? Est-ce que c'est un miroir amplifiant? Qu'est-ce qu'on peut dire Il y a forcément une relation d'homologie entre la réalité et les fictions, les séries, même celles de science-fiction. Après, chaque série va avoir son propre rapport à la réalité. Ce qui est évident, c'est que la fiction ne vient jamais de nulle part. Et donc il y a toujours un travail soit d'inspiration, il y a une affaire politique qui va se passer ou un événement qui va donner l'idée à un scénariste de développer telle ou telle histoire. D'ailleurs parfois en découpant la logique qui a amené à cet événement et en analysant tout ça, les scénaristes parfois anticipent sur la réalité, mais parce qu'en fait ils sont des analystes de la réalité. Je pense notamment à une série française qui est oubliée injustement aujourd'hui, qui s'appelle Reporter, qui a été une des premières créations originales de Canal+, qui suivait des journalistes, et qui a une de ces saisons qui s'inspire de l'histoire des frégates de Taïwan, et qui, en réalité, va proposer comme résolution dans la série, avant même que le juge d'instruction n'ait terminé son instruction, va arriver à quelque chose qui est très proche de la réalité, par juste le décodage et le décryptage des événements à froid. Et justement, est-ce que vous savez si les scénaristes, qu'ils soient français ou américains, travaillent avec des gens qui sont impliqués en politique? Ça peut arriver, ça dépend des séries là encore. Baron Noir, il y a des gens qui sont proches du monde politique qui ont participé à la série. Donc en tant que consultant, ce genre de choses? Soit en tant que consultant, soit en tant que scénariste. Il y a des reconversions de militants ou de gens proches à un moment de parti qui se reconvertissent dans l'écriture de fiction.
il y a des consultants et puis il y a des séries où le travail est vraiment fait par des scénaristes à partir d'un travail de documentation, on va dire, sans qu'il y ait de personnes politiques qui soient impliquées en tant que telles. Justement, cette fascination pour ces séries politiques qui fonctionnent très bien en termes d'audimat, ça ne serait pas une curiosité, parce que peut-être que les partis politiques, ça fait fantasmer, les gens ne connaissent pas ce qui se passe derrière, les rapports au pouvoir. Est-ce que justement, ces séries, ça ne permet pas d'ouvrir un peu des portes qui, pendant des années, étaient un petit peu fermées, et donc de permettre un petit peu de comprendre les rapports politiques Oui, bien sûr. Je pense que c'est effectivement une bonne chose qu'il y ait cet intérêt, qu'il y ait des séries qui soient bien écrites, qui soient des séries de qualité avec de la belle production, qui font qu'on a envie de regarder, et ça permet de mieux comprendre les coulisses. Le problème, c'est que ça peut aussi être caricatural, parce qu'on a besoin, on a besoin de maintenir l'attention, on a besoin de faire des choses où il va y avoir des surprises, des choses qui vont vous tenir à la haleine, qui font que vous allez pouvoir attendre avec impatience, aussi, voilà, un peu de sensationnel pour attendre avec impatience l'épisode suivant et se rendre compte qu'il est 2h du matin et que ça fait 8 épisodes d'affilée qu'on regarde, voilà. Et surtout, je parlais tout à l'heure de À la Maison Blanche, il y a vraiment cette transition. Par exemple, si on compare À la Maison Blanche et House of Cards, il y a un changement de tonalité qui est phénoménal, même si il y avait un côté très optimiste qui était beaucoup plus nourri par l'optimisme des années 90, des années Clinton aux États-Unis, avec cette envie d'imaginer une Maison Blanche qui fonctionnait mieux que celle qu'il y avait à ce moment-là, c'est-à-dire l'Amérique de Bush. House of Cards, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que pendant les années Obama, on a imaginé, on a lancé une série avec un cynisme phénoménal, avec des choses qui étaient quand même rocambolesques, de plus en plus rocambolesques dans House of Cards, et qui parfois donnent un aspect qui nourrit aussi le rejet de la politique, le rejet des hommes politiques, des hommes et des femmes politiques, avec cette question qui est toujours leur carrière personnelle, leurs égos, les manipulations, les deals en coulisses, et la perte de ce qu'est la politique, parce qu'en fait on trouve plein on trouve plein de séries où on voit de la politique, parce que la politique c'est partout, la politique c'est la vie de tous les jours, et donc il y a de la politique partout, et il y a la question de l'intérêt collectif ou de défendre des causes particulières dans tous les aspects de la vie, et ces jeux de pouvoir et ces jeux d'ego, parfois aujourd'hui dans les séries, malheureusement dans les séries qui sont vraiment estampillées séries politiques, ça se voit aussi dans Baron Noir évidemment, qui est une caricature du Parti socialiste, et où on donne l'impression aussi que on entretient le mythe de la personne qui est le grand manipulateur, celui qui tire toutes les ficelles, alors qu'en réalité c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est toujours des dynamiques entre des groupes, des personnes, des moments, des convergences avec l'électorat, avec des moments historiques, avec des choses qui se passent dans la société. C'est beaucoup plus complexe que ça, et quand on s'engage en politique, en réalité il y a toujours bien sûr des ambitions, et c'est normal, et c'est sain aussi, mais il faut aussi pouvoir mieux représenter, il faut pouvoir mieux représenter cet engagement. Les militants eux-mêmes, pour la plupart, ils sont portés par des convictions, et ça c'est oublié. Mais on est bien d'accord que ce sont des séries de fiction, on n'est pas obligé de coller à la réalité. On sait qu'on regarde une fiction, c'est pas un documentaire. Oui, Séverine, puis Olivier. Non seulement, alors d'abord effectivement c'est une fiction et pas un documentaire, et ça c'est une première donnée. D'autre part, je crois qu'il ne faut pas caricaturer à l'inverse la réception qu'en ont les gens. C'est-à-dire que les études universitaires qui ont pu être faites sur la façon dont des téléspectateurs reçoivent des séries, pas forcément des séries politiques, mais de manière générale, sont dans une forme de distanciation, et ils font la différence entre un reportage et la réalité, entre les séries et la réalité. Exactement, et ils sont tout à fait conscients qu'il y a des dramatisations, par exemple, qui sont liées à la façon même dont on écrit une série. Olivier ? Ce qui est intéressant dans les séries politiques, et dans le série aussi ce qu'on appelle le politisme, la villacité, c'est ça montre l'humain, ça montre l'homme. Alors Baron Noir par exemple, qui est quand même une histoire amoureuse, donc ça montre aussi que dans ces séries-là, il y a surtout de l'humain.
Et je pense à Battlestar Galactica, qui est quand même une série comme géniale. Effectivement, ça montre aussi l'humain, son rapport au monde. Et nous aussi, en tant que spectateurs, je trouve qu'il y a un questionnement sur soi. C'est ça que je trouve intéressant. Le média reste, l'art reste quand même le rapport de l'homme au monde et un questionnement sur sa place, sur sa finitude aussi. Et là, c'est vrai que Battlestar Galactica, ce qui est intéressant là-dessus, c'est des êtres humains qui potentiellement vont mourir. Et à un moment, il y a quand même un grand débat sur l'avortement. On reste 50 000, alors je spoil un peu. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on avorte? Est-ce qu'on n'avorte pas? En plus, c'est une mineure. Donc je pense que l'intérêt aussi des séries plutôt d'Hippolytis, dans ce cas-là, c'est notre rapport au monde aussi. C'est un travail de questionnement, d'analyse qui est enrichissant en tout cas pour soi. Justement, est-ce que les questions de société, parce qu'on va un petit peu plus loin que les questions politiques, on a l'impression qu'elles vont dans toutes les séries. Enfin, je ne suis pas un adepte de Plus belle la vie, mais on parle de questions de société dans Plus belle la vie, on parle de questions de société dans Clem, dans des séries françaises, et de plus en plus. Et j'ai l'impression que les réalisateurs, ils osent sur ces questions de société, alors qu'il y a peut-être que quelques années, ils évitaient ces sujets un peu clivants dans la société. Ils les évitaient pas tant que ça, en fait. Quand on regarde, c'est une image aussi déformante. Enfin, il faut toujours faire attention quand on regarde rétrospectivement par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui et qu'on analyse ce qui a précédé. En réalité, même si c'était souvent mal fait et de manière pas assez courageuse, il y avait des séries françaises, et y compris dans Julie Lescaut ou Navarro, pour prendre un peu des choses qui sont dans l'imaginaire collectif. Ah, mais on ne juge pas. On n'est pas dans le jugement. On avait des choses qui relevaient alors on appelait ça à l'époque les faits de société. Mais ils étaient là. Après, c'était souvent pas assez approfondi. Et il ne faut pas oublier qu'en revanche, dans les années 60 ou 70, on avait des fictions françaises qui allaient vraiment sur des vraies problématiques et qui les traitaient de manière assez profonde. C'est vrai que dans l'imaginaire, on a l'impression qu'aujourd'hui, on a fait un grand pas et que ces sujets de société sont abordés dans les séries et qu'avant, ça ne se faisait pas. Donc là, vous dites le contraire et je dirais que c'est assez révélateur. Mais justement, est-ce que le traitement est différent ou déjà à l'époque, il y a quelques années, on traitait les faits de société de manière très libre sans qu'on s'arrête dessus? C'est vrai que maintenant, aujourd'hui, quand on parle d'homosexualité, d'homophobie ou ces sujets-là, c'est vrai qu'on en parle beaucoup autour de ces émissions, mais peut-être que ça passait de manière plus simple il y a quelques années. Alors là, ça dépend aussi si on parle des États-Unis ou de la France, parce que la situation est un peu différente. Aux États-Unis, depuis les débuts de la télévision, on parle de questions sociales de manière extrêmement, j'ai envie de dire, décomplexée. Et de manière extrêmement précise, approfondie, y compris récemment, j'ai regardé pour une recherche une série médicale américaine des années 50 qui n'a jamais été diffusée en France, donc je ne vais pas aller plus loin que ça, mais qui parlait de manière, par exemple, du cancer du sein dans les années 50, de manière extrêmement pédagogique, didactique, et qui parlait aussi de la dimension sociale et pas uniquement de la dimension médicale proprement dite du cancer. Il y a dès la fin des années 60, début des années 70, on a aux États-Unis des séries qui débattent d'avortement, alors que Roe v. Wade n'est pas encore passé à la Cour suprême. Donc on a cette tradition américaine, ce qui fait que les séries américaines d'aujourd'hui continuent sur cette ligne-là de manière encore plus forte. Pour les séries françaises, on a des effets de ressac, de va-et-vient. C'est-à-dire qu'on a des moments où on va avoir des espaces de liberté qui vont s'ouvrir, qui sont souvent liés à une personne particulière qui va parler, qui va assumer une fiction un petit peu plus profonde, on va dire, parfois de manière détournée. Thierry Lafronde, c'était un commentaire déguisé sur l'occupation. On revient très loin en arrière. C'est-à-dire qu'on parlait, c'était en noir et blanc. À partir du Moyen-Âge, on parlait en fait de choses qui s'étaient passées en 39-45 en France. En réalité, il y avait cette double réception-là. La réception très enfantine, c'est rigolo, ça se passe au Moyen-Âge, Thierry Lafronde, il y a des questions de guerre, etc. Et en même temps, il y avait un discours politique qui était caché. Et puis il y a des moments dans les années 80-90, on a une sorte de reflux un petit peu en France, même si on continue à traiter ces faits de société, parfois de manière un peu stéréotypée, de manière pas très approfondie. Et là, avec notamment tous les progrès qui ont été faits avec les vendredis soirs de France 2, les séries Canal, etc., on a des choses beaucoup plus profondes, un retour en fait à un discours social assumé par les séries françaises. Justement, Emma, est-ce que en tant que militante politique, est-ce que ces séries télé
est-ce qu'elles font pas du bien à la cause aussi? C'est-à-dire, est-ce que ces séries télé, elles n'aident pas le militant antiraciste, justement, qui lutte contre l'homophobie? Justement, est-ce que ces séries-là, ça aide pas la cause, justement? Si, certainement, mais en fait, je pense plus largement, la pop culture et beaucoup d'œuvres. Moi, j'ai commencé à lire avec les Harry Potter, et ce qu'on en retient politiquement, c'est aussi peut-être une lutte contre le totalitarisme, contre beaucoup de choses comme ça. Quand plus tard, on regarde les Avengers ou les X-Men, c'est une défense. Enfin, les mutants, c'est des personnes différentes. Magneto, c'est un rescapé de la Shoah. Donc, ça peut paraître anodin, mais ça l'est pas du tout. Et je pense qu'on est évidemment forgé par ce qu'on regarde, par ce qu'on lit. Et les séries télé, c'est évidemment le cas. Personnellement, moi, j'ai regardé des séries télé plus tard. À la fin de mon adolescence, j'ai commencé à regarder des séries, et peut-être à un moment où j'étais déjà engagée en politique. Et où des séries, en fait, vont aborder des sujets qui vont parler à mon engagement, mais qui vont peut-être moins l'influencer. Mais c'est vraiment des livres, moi, qui m'ont, comme Harry Potter, je disais, qui vraiment m'ont amené quelque part. Corinne? Oui, justement, je pensais à ces... tu cites Harry Potter, tu cites les X-Men, les Avengers, donc des mondes fantastiques. On parlait de Battlestar Galactica tout à l'heure. Je pense qu'il y a un intérêt particulier aussi dans les séries qui sont en fait des séries de science-fiction ou de fantasy, de nous sortir du monde réel, parce que même si effectivement les gens savent que House of Cards c'est pas la réalité, ou même Baron Noir c'est pas la réalité, il y a une volonté de chercher, mais qui est le personnage à qui on fait référence, qui est la vraie personne qui a inspiré tel ou tel. Donc on cherche les correspondances. Et le fait de sortir ou même ce que tu disais tout à l'heure, changer d'époque, passer au Moyen-Âge pour parler de la Deuxième Guerre mondiale, changer d'époque, changer de contexte, ça permet de regarder les choses différemment, de se placer sous un angle différent et de réfléchir aux problématiques avec une ouverture d'esprit qu'on n'a pas quand on est, je dirais, un peu pollué par le monde réel, avec nos préjugés, qu'on a tous des préjugés. Malheureusement, c'est comme ça. Et je pense que, par exemple, sur Battlestar Galactica, c'est assez phénoménal. C'est une série qui a quand même, et je crois la seule série qui a eu droit à une conférence à l'ONU, alors que c'est une série de science-fiction avec des batailles dans l'espace, mais parce que ça parle de transhumanisme, ça parle d'intelligence artificielle, de transhumanisme, ça parle aussi de qu'est-ce que devient une démocratie quand on est en mode survie, ça parle des attentats suicides, et c'est les gens qui sont a priori ceux avec qui on est, qu'on soutient dans la série, qui commettent des attentats suicides. Ça parle des enfants dans la guerre, ça parle des viols comme armes de guerre, ça parle de plein de choses qui sont toujours d'actualité, mais parce qu'elles sont abordées avec une distance, nous permet de regarder ces choses-là différemment, et effectivement de se construire aussi intellectuellement, politiquement, de se construire des propres convictions avec des contingences moins fortes par rapport au monde réel, et ça, je pense que c'est aussi important. Et est-ce que dans les séries politiques, il n'y aurait pas une dimension de aussi, si on avait le pouvoir, qu'est-ce qu'on en ferait nous? Je pense par exemple à la série Camelot, auquel on ne pense pas forcément quand on dit série politique, mais on est quand même sur un personnage principal qui est un roi progressiste, qui est entouré de bourrins, voilà. Et comment il gère le pouvoir, comment il impose sa vision du monde, qui est totalement en décalage par rapport, par exemple, à son beau-père ou même à sa propre mère. Enfin, voilà. Donc, est-ce que le fait que Arthur soit le seul personnage un petit peu neutre, enfin normal de la série, il n'y a pas une identification de chacun d'entre nous en se disant, bah voilà, si on avait le pouvoir, qu'est-ce qu'on en ferait? Et finalement, est-ce qu'on peut résumer l'attrait des séries politiques à cette question-là, ou est-ce que c'est totalement hors sujet? Séverine, par exemple. Je ne sais pas si c'est hors sujet, je ne le crois pas. Il y a une grande variété de réception, et il y a une grande variété de compréhension aussi des séries. C'est-à-dire que quand on regarde une série, même si elle ne traite pas de politique de manière plus ou moins soit affichée, soit indirecte, on va dire, il y a déjà des modèles, des diversités d'interprétation extrêmement fortes. Donc sur des sujets qui sont encore plus idéologiques, avec tous les guillemets qui s'imposent, cette diversité est d'autant plus forte. Chacun va voir aussi dans la série ce qui lui parle. C'est-à-dire, ça
phénomène de psychologie très connu qui s'appelle le biais de confirmation. Aux États-Unis, par exemple, c'est extrêmement très bien fait. C'est-à-dire que sur les séries qui sont diffusées sur les chaînes hertziennes, donc celles qui sont les moins clivantes, on va dire pour le dire vite, vont organiser le déroulement de l'épisode de telle sorte que chaque famille politique en fait puisse y trouver quelque chose. Ce qui fait comme ça on ne se coupe directement ni des démocrates ni des républicains. Il y a pas des... Est-ce qu'il n'y a pas des séries démocrates et des séries républicaines Je crois que c'est beaucoup nous en fait qui disons si cette série elle est démocrate ou républicaine en fonction de son propre de sa propre histoire. De ses propres convictions, on voit ce qu'on veut bien voir en fait aussi en partie. C'est que des fois quand on voit certaines séries américaines, on a l'impression qu'il y a un regard républicain ou démocrate. Il y a New York Unité Spéciale, des choses comme ça par exemple. Si on rebondit sur celle-ci, c'est un très bon exemple. Dick Wolf est républicain et pourtant la série est adulée par les démocrates. Ce qui montre bien qu'il y a des aspects de la série qui sont assez durs et qui peuvent relever d'une idéologie américaine, mais par ailleurs, la défense de la parole de la victime, le droit à l'avortement, l'éducation sexuelle, etc., sont des problématiques, on va dire, plutôt traitées du côté des démocrates. Et l'actrice principale, par exemple, elle-même est engagée, alors non pas politiquement au sens démocrate du terme, mais elle soutient une association qui finance les analyses des kits de viol, puisqu'en fait, aux États-Unis, beaucoup de kits de viol ne sont pas testés. C'est parce que la personne qui est la victime connaît son agresseur. Donc on prend l'ADN quand même, mais on ne va pas l'utiliser, donc on ne teste pas le kit de viol, ce qui fait que si jamais il a commis d'autres agressions, il n'est pas attrapé. Olivier ? Oui, pour revenir sur Kaamelott quand même, parce qu'il faut qu'on en parle. Kaamelott, c'est quand même la série française. Je vous invite d'ailleurs à ceux qui nous regardent, en soirée, commencez à parler de Kaamelott, vous allez pouvoir à qui vous allez parler en soirée. C'est quand même quelque chose, voilà. Tout le monde connaît une réflexion de Kaamelott. Tout le monde les connaît. Alors, si pour revenir plus sérieusement sur Kaamelott, c'est pas faux. Voilà. Pour revenir sur Kaamelott, ce qui est intéressant aussi dans cette série, c'est qu'on connaît tous l'histoire du roi Arthur. Et Alexandre Astier fait quelque chose de très intéressant. Comment dirais-je, je sais pas dire qu'il humanise la série, il la 21e mise, il la met dans notre époque avec un phrasé, c'est du patois, c'est de l'argot, c'est ce qu'on pourrait dire tous les jours. Donc c'est ça qui est intéressant, il y a une identification, je trouve, encore plus forte. On connaît l'histoire, on a effectivement tous ces mots qu'on pourrait dire tous les jours, et en même temps, on est au Moyen-Âge. On parle même bien avant, en fait. Même bien avant, c'est vrai, parce qu'on est à la fin de l'Empire romain, effectivement, avec les premiers chrétiens. Donc c'est très drôle, effectivement, quand ça part de la peine de mort, ça nous renvoie aussi. Alors c'est fait sous le biais humoristique où il crame, je ne sais pas combien de personnes, Léo Dagan, oui. C'est ça. Mais ce qui est intéressant aussi, par exemple, moi je me souviens, c'était sur l'abolition de l'esclavage, où le roi Arthur dit non mais vous verrez, dans 50 ans, ça sera fini. Et c'est ça aussi de se dire, d'un côté on en rigole, et d'un autre côté on dit mais il en a fallu du temps quand même pour gagner des choses comme ça. Et oui, je pense que ça se trouve, le roi Arthur voterait en vie d'Europe. C'est peut-être que il est peut-être très progressiste. Je sais pas. Justement, sur ces héros de séries, est-ce qu'aujourd'hui, les séries d'aujourd'hui, notamment dans les séries politiques, l'intérêt, c'est que c'est des héros qui sont peut-être moins manichéens, moins tout blanc, moins tout noir, et qui le fait qu'il y ait des aspérités, des gens qu'on aime bien, des gens un peu insupportables, mais qu'on aime bien suivre, qu'on a un petit peu d'affection, et qui ne sont pas, on a parlé de Battlestar Galactica, voilà, quand les gentils, entre guillemets, vont faire des attentats, ils vont interagir avec d'autres, vont avoir des réactions qui sont pas les bonnes, et pourtant on les apprécie quand même. Donc comment c'est quoi cet intérêt pour ces héros moins manichéens peut-être? Ce qu'il y a, c'est que pendant très longtemps, la série télé, ça a été sur le modèle d'une forme d'immuabilité. Colombo, il ne change pas. Navarro ne change pas tant que ça. 250 épisodes et toujours le même. Navarro, il ne change pas tant que ça. Sa fille grandit, mais en fait, ce n'est pas vraiment un enjeu. Ce qui a été la grande transformation, c'est au début des années 80 aux États-Unis, ça arrive chez nous au milieu des années 90, c'est l'hybridation de la série, donc vraiment une histoire bouclée par semaine, une enquête, un malade, peu importe, et le feuilletonesque. Et donc on voit bien comment aujourd'hui les séries, si on prend un exemple comme une série américaine qui n'est pas du tout politique, Castle, vous voyez bien qu'on a une enquête par semaine et puis en même temps il y a toute la relation amoureuse, etc. qui s'étire. Le fait qu'il y ait cette feuilletonisation, ça donne plus de temps pour développer les personnages. Et donc à partir de ce moment-là, ça a donné aussi du goût au public pour cette variation. On a toujours adoré le feuilleton, hein.
Depuis le 19e siècle, les mystères de Paris, Alexandre Dumas, etc. Les Mille et une nuits déjà même. Mais Pardon ? Les Mille et une nuits même déjà. Oui, exactement. Donc en fait, on aime qu'on nous raconte du feuilleton, des histoires longues, très longues, très très longues. Et donc à partir de là, ce mélange de la série et du feuilletonesque va donner la forme de ce qu'on appelle la série feuilleton, quoi. C'est en gros la série télévisée moderne, qui va venir remplir chez nous ce besoin d'histoire au long cours et qui va donc permettre cette plus grande précision dans la description des personnages et donc des univers narratifs de plus en plus complexes. Parce que c'est ça que vous pointez, c'est la complexification de l'univers narratif. L'idée, c'est de dire que les héros sont plus, peut-être comme Thierry Lafronde, comme on disait tout à l'heure, magnifiques et irréprochables, et que de plus en plus, nos héros qu'on aime apprécier et suivre dans les séries sont de plus en plus, qui ont une part d'ombre en fait. Comme nous, quoi. Voilà, peut-être plus humains. En fait, ils sont plus humains. C'est-à-dire qu'on n'a plus des super-héros. Et là, je ne parle pas de cap, je parle d'infaillibilité du héros. Nous avons des êtres humains et à partir de là, des êtres faillibles. Mais on peut rapprocher ça aussi de la plus grande proximité, on va dire, dans tout plein de types de programmes télévisés entre le public et la télévision. Le fait que la télé-réalité, les talk-shows, où on invite le public à venir parler, etc., c'est aussi une manière de rapprocher la télévision du public et avoir des personnages qui ne sont plus des héros infaillibles, mais qui sont des êtres humains, participent du même mouvement de trivialisation de la télévision. Justement, sur ce sujet-là, il y a une série qu'on a peut-être à peine citée, c'est Game of Thrones, qui a été quand même une grande série. Alors, je ne divulgacherai pas et je ne spoilerai personne, parce que je sais que derrière, dans la technique, il y a des gens qui en sont qu'à la saison 5, donc j'irai pas plus loin pour évoquer notamment le dernier épisode qui est pour certains un peu décrié. Mais voilà, Game of Thrones, c'est une série qui dépasse un peu toutes les autres, qui est suivie par un grand nombre. Justement, Olivier, est-ce que ce rapport à la politique dans Game of Thrones, c'est pas trop caricatural ? Alors, quitte à me mettre la honte, je n'ai pas vu Game of Thrones. D'accord. Tout le monde m'en parle. Moi, j'ai vu. Donc je passe sur Emma tout de suite. Pardon, Olivier, donc je passe à Emma tout de suite. La question c'était est-ce que c'est caricatural, c'est ça oui, évidemment que c'est caricatural, puisque si on la compare à notre politique à nous, c'est vrai que moi je ne suis pas historienne, je ne sais pas à quel point ça ressemble à la politique, aux histoires de guerre, mais déjà c'est ça la référence, c'est beaucoup moins notre politique moderne. On n'est pas en train de se dire qui sont les démocrates, qui sont les républicains, on est plus à se dire les grandes familles nobles qui doivent se battre pour avoir le pouvoir, et c'est un pouvoir qui est certes un pouvoir, c'est un pouvoir politique de l'État, mais c'est pas un pouvoir pour mettre des idées. On a beaucoup moins ça. Même si on a, sans spoiler encore une fois, on a un personnage. Alors c'est dès le début, Daenerys, qui est ce personnage qui vient de l'autre côté du désert et qui, elle, va dire qu'elle veut mettre fin à l'esclavage, qu'elle veut mettre fin aux inégalités. C'est finalement un des seuls personnages de toute la série qui défend une idée. Mais même ça, finalement, est relégué très vite au second plan parce qu'on nous dit, un peu continuellement dans la série, que même si elle défend une idée, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est combien est-ce qu'elle a d'hommes dans son armée, c'est combien est-ce qu'elle a d'argent dans ses caisses pour financer, acheter, est-ce que les villes ont assez de forteresses. C'est beaucoup moins une question politique dans le sens moderne. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de se dire qui a raison, qui a tort, de quel parti on va prendre. C'est une question militaire. Et c'est plus des jeux de pouvoir, quoi. Oui, c'est ça. Oui, c'est des jeux de pouvoir et c'est aussi le rapport individuel au pouvoir. Parce que Daenerys, il y a effectivement une forme d'idéal, en tout cas, qu'elle affiche. Qui est posée, mais il y a quand même aussi derrière ça clairement son rapport au pouvoir et le fait qu'elle estime que le pouvoir doit lui revenir. Elle reste la fille du roi. Voilà, et comparé par exemple à un personnage comme Jon Snow, et où la question de son rapport au pouvoir à lui, alors qu'il est un leader d'homme, etc. Il y a pas de, je vais pas spoiler, mais je parle des personnages en général. Il y a une fébrilité là dans le plateau dès que tu as parlé de Jon Snow. Il est quand même présenté aussi. Il y a un aspect très politique aussi, la façon dont il est présenté, parce que justement la question de son rapport au pouvoir, la question de la manière dont il rallie les gens autour de lui, autour de ce qu'il estime être l'intérêt supérieur, etc. Voilà, mais donc ça pose toutes ces questions-là. Je pense que ça pose effectivement des questions intéressantes. Après,
moi personnellement, je pense que la série s'est vite essoufflée parce que justement, après ça devient intéressant pour les intrigues puisqu'on veut savoir comment ça se termine. Mais effectivement, sur l'intérêt politique de ce que la série a à nous raconter, ça s'est un peu arrêté dans la saison 4 ou 5, quoi, parce qu'on a fait le tour assez rapidement justement de ce que sont les problématiques de ces enjeux de pouvoir à partir du moment où c'est pas porté par des idées et des convictions derrière, quoi. Séverine. Il faut savoir que l'inspiration de Game of Thrones, revendiquée par Martin, l'auteur, c'est une série romanesque française, c'est Les Rois Maudits de Druon. C'est-à-dire une époque où effectivement le pouvoir est une question de famille, de moyens pour éventuellement contester la filiation de droit divin, etc. Et donc de fait les ressorts politiques sont des ressorts qui correspondent à notre politique d'il y a 5 siècles. Vous n'avez pas vu la série, vous? Non. Vous travaillez dessus ou pas? Non. Non, du coup. Non, je ne fais pas partie de ces gens qui travaillent sur les séries sans les avoir vues. Non, mais vous pourriez travailler sur des publications, par exemple, qui en Et parlent. je crois qu'il y a une raison pourquoi vous n'avez pas regardé Game of Thrones, qui est très assumée. Oui, j'ai pas regardé Game of Thrones parce que quand ça a commencé, c'était une période où HBO n'était pas très intéressante. Ronronnait et faisait du HBO. C'est quoi du HBO? C'est de la série qui est souvent de très bonne qualité, qui peut virer à la prétention. Oula. Et quand Des ça vire exemples? Ouf, il y en a plein. Il y en a plein. Et souvent, ça fait des fours. Il y a cette série là qui se passait dans le milieu des courses. Avec, voyez, le nom m'échappe. On va demander au chat Rose Combat TV de nous trouver le nom de la série qui se passait dans les courses de voitures. Les courses hippiques. Les courses hippiques. Donc dans les courses hippiques sur HBO. Mais voilà, et donc après, il y a eu un très grand mouvement de hype autour de la série qui fait qu'aussi stratégiquement, il y a beaucoup de gens qui se sont mis à travailler dessus et que ça sert à rien d'avoir 30 personnes qui travaillent sur la même série. Il y avait quand même quelques années de travail dessus. Est-ce que vous pensez que la série Game of Thrones allait marcher autant, d'aller fonctionner autant et durer aussi longtemps et être Mais elle appréciée dure autant? pas si longtemps que ça. Enfin, je veux dire, c'est 8 saisons, c'est rien. Le New York Unité Spéciale, c'est la 21e. Deux demi-saisons à la fin en plus. Voilà. Oui. New York Unité Spéciale, c'est 21 saisons. Ah oui. Donc 8 saisons à côté et 21 saisons de 24 épisodes. Contre 8 saisons de 12, 10, parfois 8 épisodes. C'est-à-dire que les chiffres d'audience, on dit ça fait je ne sais pas combien de millions dans le monde. D'abord, c'est dans le monde. Il faut voir que les séries dans les années 80 aux États-Unis, les finalés de séries faisaient 60 ou 80 millions sur les seuls États-Unis. C'est-à-dire que c'est ça aussi qu'il faut voir. Game of Thrones, le final de Game of Thrones aux États-Unis fait moins que le final de Big Bang Theory aux États-Unis. Ouais. Belle comparaison. Mais et justement, est-ce que je donne la parole. Donc on a trouvé, hein, c'est Luck. C'est ça, exactement, Voilà, c'est Luck. merci à ceux qui m'ont dit ça dans l'oreillette. On parlait tout à l'heure, enfin, je vais faire un parallèle qui sera peut-être très maladroit sur l'émission qu'on avait fait sur le foot, sur le fait que la rareté faisait aussi l'intérêt. Je veux dire, est-ce que justement le fait qu'il y ait peu d'épisodes et qu'il y ait du temps long entre les saisons, est-ce que ça n'a pas créé un engouement particulier? Le parallèle, c'était avec le foot. C'est comme il n'y a pas beaucoup de buts dans les matchs de foot, ça crée cette intensité qui fait qu'on est tendu au fait qu'il y ait un but. Et est-ce que les séries, ça serait pas un parallèle? Alors, je vais répondre, je vais essayer d'être rapide. J'ai théorisé la différence entre ce que j'ai appelé la série téléphile, c'est-à-dire les gens qui aiment les séries télé parce qu'elles entretiennent un rapport au temps qui est celui de la répétition, semaine après semaine, année après année, pendant très longtemps, quelque chose qui est purement télévisuel. Les Feux de l'amour. Les Feux de l'amour, mais ça peut être aussi une série hebdomadaire, New York Unité Spéciale, vous voyez, des choses comme ça. Donc ça, ce serait la série téléphile, versus la série cinéphile, qui en fait projette un modèle d'interprétation de clôture de l'œuvre sur la série télé, alors que la série télévisée est par nature une forme ouverte. Je pense que Game of Thrones, ça répond à la cinéphilie des gens. Et que d'autres séries dont on va moins parler dans un certain nombre de milieux qui se veulent intellectuels ou autres, sont en fait les séries qui sont plus télévisuelles, plus proprement télévisuelles. Et moi, très clairement, je suis du modèle de la sériphilie téléphile. Moi, ce que j'aime, c'est de passer 20 ans avec des personnages et de grandir avec eux. Emma, et donc, pardon. Non, Emma voulait intervenir, mais finissez votre... non, tout va bien.
Et des exemples de séries qui suivent sur 20 ans, par exemple, 2-3 Bah, il y a Urgence, par exemple. Il y a New York Unité Spéciale. Il y a Grey's Anatomy qui fait beaucoup d'audience. Il y a les nouvelles. on me dit La Petite Maison dans la Prairie. La petite maison dans la prairie. Mais tout à fait, la petite a maison vieilli dans la avec eux, hein. prairie. Star Trek peut-être, je sais pas si ça Bah, rentre Star dans Trek, ce- en fait, les séries en elles-mêmes n'étaient pas si longues que ça, mais il y a eu beaucoup de séries plusieurs, ouais. dérivées Il y en a eu beaucoup. qui fait que ça a entretenu. C'est un univers, c'est tout très un large. univers. Ouais. Mais Ouais. voilà. Et Continue, si on ouais. regarde bêtement, mais Joséphine Ange Gardien, on doit en être, alors que moi j'aime pas à titre personnel, mais il faut regarder aussi ce que regardent les gens. Ça fait des audiences absolument faramineuses. Là, on est entre gens de de bonne fréquentation, etc. Mais Moi, j'aime bien Encore une Joséphine fois, Ange Joséphine Gardien. on n'est pas dans le Gardien. jugement en fait. Joséphine Ange Je- Gardien, ça doit faire 15 ans. C'est Voilà. vrai. Et Emma Emma. Oui, non, je voulais dire que je trouve que quand même dans Game of Thrones, moi personnellement, ce que j'aime et ce que j'aimais surtout en fait, regarder, pourquoi est-ce que j'aimais regarder Game of Thrones, c'est évidemment pour l'intrigue, même si je suis d'accord que ça s'est essoufflé un moment, mais c'est aussi pour l'expérience de regarder Game of Thrones et de se dire qu'en fait tout le monde regarde Game of Thrones et de dire que en fait je peux être avec moi c'est ce qu'on a fait avec des amis du PS en plus on a le même âge, et on a fait une conversation no spoiler messenger, et à 3h du matin il y avait les motivés qui regardaient l'épisode. Et il y avait cet attrait de le lendemain, on en parle, on a cette conversation. Événement partagé par tous, et Oui, le fait c'est de ça. pouvoir le partager. C'est quand même social, très fort. Ouais, c'est quand même très fort. Et je crois qu'il y a quand même peu de séries qui ont ce niveau-là aujourd'hui en termes d'expérience sociale. Et juste pour le côté, ça m'a fait penser à ça, le côté cinéma, série, moi, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est peut-être aussi du côté du cinéma, une hybridation aussi, c'est-à-dire que quand on regarde les films Avengers, on en est au 18e, 23e, ce qui est complètement fou, ou même les Star Wars où on a une trilogie tous les 10 ans. C'est aussi pour ça qu'on revient. On revient pour voir les personnages qu'on a aimé grandir, ce genre de choses. On aime les voir évoluer, potentiellement partir, des nouveaux arriver. Et peut-être qu'aussi on a que les influences sont multiples. Olivier. Oui, justement, sur le sujet des influences, tu as parlé Star Wars. Moi, j'ai 28 ans, les premières Star Wars, j'étais pas né. Donc, je pense qu'il y a aussi une influence familiale. Mes parents l'ont vu forcément derrière, et puis après, on suit tout. Je pense à Urgence. Moi, je passais derrière, j'étais tout petit, je voyais ma mère qui regardait, puis à un moment, je me suis retrouvé à faire des massages cardiaques en regardant un fond, en criant 6 d'acystolite, 3 TC, etc. Donc, je pense que oui, il y a aussi une influence familiale sur qu'est-ce qu'on regarde aussi et sur quoi on reste. Moi, je me rends compte que je suis beaucoup de séries SF parce que j'ai été très vite mis dans ce X-Files, par exemple. Il y a eu les mondes parallèles Sliders, par exemple, Stargate aussi, où c'était mon frère qui est plus âgé et ma mère qui regardait, et in fine je me suis retrouvé à me faire tous les Stargate jusqu'à la fin. Donc je pense que l'influence familiale est aussi très importante là-dessus. Donc si vous avez des enfants et que vous voulez qu'ils deviennent sériphiles, montrez-leur les bonnes choses. Kaamelott par exemple. Non, moi, la science-fiction, ma passion pour la science-fiction, c'est venu tout seul, mais ça, c'est parce que c'est peut-être mon côté très politique depuis très jeune, même si je me suis engagée plus tardivement dans le militantisme. Mais souvenirs de mais parce science-fiction. que c'était Star Wars, même si c'est pas vraiment de la science-fiction, et Star Trek, et puis après, les Stargate. Bien entendu, mais moi j'ai un faible pour la science-fiction qui est dans le gris. Donc effectivement, plutôt Battlestar Galactica, plutôt Black Mirror, enfin des choses qui sont plus complexes et qui même j'ai commencé par les livres. Hein. 1984, c'est quand je suis tombée amoureuse de lire de la science-fiction. Voilà, parce que c'est pour pouvoir s'interroger sur où va la société, où on en est, notre rapport à qu'est-ce qu'on est en tant qu'être humain, qu'est-ce que c'est que la nature humaine et la différence entre la nature humaine et la condition humaine. Et qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on peut pas changer. Ça, c'est des interrogations qu'on peut, je pense, faire beaucoup plus largement dans la science-fiction. Et je pense qu'au Game of Thrones, il y a même si effectivement c'est pas de la science-fiction, c'est de la fantasy, il y a cet aspect aussi fantastique qui attire et qui est devenu populaire. Quand moi j'étais fan de science-fiction quand j'étais jeune, dans les années 80-90, c'était pas très populaire. C'était même plutôt un motif d'isolation sociale. C'était la culture geek. Aujourd'hui, la culture geek, c'est la culture populaire. Oui. Et moi, je suis ravie de ça. Je trouve que c'est une très bonne chose. Et pour revenir à ce que vous disiez toutes les deux sur le fait qu'on voit la sérialisation à la télévision et même au cinéma, je trouve que justement c'est intéressant, c'est que ce qu'on cherche dans la complexité des personnages qu'on pouvait trouver plutôt avant essentiellement dans de la littérature,
parce qu'un film aussi, c'est trop court, en fait, en réalité. Pour ça, on a commencé à la trouver, et le numérique a joué beaucoup, parce que ça a beaucoup permis de sérialiser beaucoup plus les émissions, les séries télé qu'auparavant, de vraiment beaucoup plus développer, parce qu'il faut quand même avoir des séries télé qui durent 20 ans, comme New York Unité Spéciale, c'est un record. New York Unité Sociale, 20 donc c'est ans, pas, il y en a pas 21 ans, mais jusqu'à 10, voilà, c'est un record. Mais jusqu'à 10 ans, c'est pas... voilà. Donc effectivement, je crois que c'est NYPD Blue, la première série policière américaine, je crois, qui avait commencé à faire de la je me souviens plus du titre en français, mais qui avait commencé à faire, mais qui avait commencé à faire du développement des personnages, ou dans les séries à gros succès en tout cas. Sur du policier, pas plus que sur du... Mais la science-fiction est aussi beaucoup déclinée en série au cinéma. On voit les Terminator, on va bientôt avoir le 5e ou le 6e, les Aliens, il y a même des spin-offs. Oui, on est quand même sur des séries aussi en science-fiction. Il y a des suites, des trilogies, des choses comme ça, mais je pense que ce que fait Marvel avec de créer vraiment tout un univers à ce point-là, c'est quand même assez nouveau. Donc je pense que c'est parce que justement il y a cet engouement maintenant pour les séries de télé où il y a une vraie sérialisation, il y a aussi que Doctor ça Who. déborde dans le cinéma. Doctor Who qui dure depuis... Oui, Doctor Who c'est un phénomène. C'est politique quand c'est le dernier... sur le chat qui vient de nous dire Doctor Who. Elzeniel, il nous a parlé de Babylon 5 et de Doctor Who, et Doctor Who qui a fêté ses 50 ans. 50 ans, et qui est le premier Doctor Who femme vient d'arriver. Si ça, c'est pas un geste politique, moi, je sais pas ce que c'est. Et pour le coup, Doctor Who est une série qui, je pense, représente assez bien ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois une histoire fermée sur un épisode, mais qui a vraiment des arcs narratifs très forts, qui souvent sont représentés par les showrunners qui la prennent à un moment ou pas. Et c'est assez intéressant parce qu'aujourd'hui, alors il y a quelques années, c'était un showrunner Steven Moffat qui s'occupait de la série, et c'était assez décrié pour pas mal de sujets, notamment la place des femmes dans la série était assez décriée. Aujourd'hui, on a une femme Doctor Who, docteur, et ça a été complètement applaudi. C'est très intéressant. On a des épisodes. Ça dépend par qui. Mais... Selon. Évidemment. Mais on a eu un épisode, moi, qui m'a frappé sur la question qui est alors complètement science-fiction, avec des extraterrestres, etc., mais sur les divisions entre Pakistanais et Indiens au moment de la séparation, je crois. Enfin, et cet épisode était complètement dingue. C'est-à-dire qu'on avait un vrai discours politique tout en ayant des aliens qui arrivaient pour tuer des gens, quoi. Olivier ? Oui, effectivement, pour revenir sur les SF et les SF dites grises, je pense à The Expanse par exemple, où à la fois il y a un écho par rapport à des situations historiques passées. En fait, pour la faire courte, vous avez les Terriens, les Terriens ont conquéri tout le système solaire. Donc vous avez les Terriens, ils sont en bleu, vous avez les Martiens qui sont devenus autonomes, qui sont rouges, et vous avez, ça fait très guerre froide, et vous avez effectivement The Belt, les personnes qui sont les Ceinturiens, qui sont à la ceinture, qui sont vers Jupiter. Donc il y a effectivement ce côté guerre froide, et c'est ça qui est intéressant dans les séries effectivement dites grises, c'est que à la fois il y a tous ces débats, toutes ces situations historiques qu'on a connues, mais en fait on n'est qu'une même espèce, et pourtant on est sur des mondes différents, on arrive quand même à avoir ces tensions entre des peuples. Et là effectivement il se passe quelque chose, j'invite vraiment à regarder cette série, il se passe quelque chose qui vient d'extérieur, et on sent aussi les enjeux de pouvoir. Il faut s'approprier cette technologie extraterrestre qui arrive, et c'est ça qui est intéressant aussi, il y a aussi ce rapport de domination par rapport aux Ceinturiens. Il faut se faire des richesses sur le dos des plus faibles, mais en même temps eux aussi ils demandent une indépendance, parce qu'il y a aussi un réalisme futuriste dans cette série, vous devez sentir que je suis emballé, parce qu'effectivement il y a un manque d'apesanteur, c'est ça, il y a un manque d'apesanteur, donc ils évoluent, donc il y a plein de questionnements à la fois, mais en fait on est la même espèce, ils évoluent physiquement. Pardon ? Ils évoluent physiquement, c'est ça, donc en fait on est la même espèce, mais on arrive quand même à continuer à avoir des combats, il y a quelque chose qui arrive, il y a quand même des enjeux de pouvoir à se jouer, donc c'est ça qui est intéressant dans la SF. On nous invite sous le côté spectacle à nous montrer quelque chose qui est futuriste, ça se trouve ça ne va pas exister comme ça, mais d'un autre côté on nous rappelle à notre monde. Par exemple, la Terre est totalement polluée, je veux dire il y a des gens qui sont exploités, donc c'est ça qui est intéressant, on fait un grand écart entre non c'est de la fiction, mais d'un autre côté regarde, on te ramène à quelque chose quand même que tu as connu. Mais les fondations déjà d'Isaac Asimov étaient clairement une série politique. Voilà, c'était juste. Juste sur ce sujet-là, je sais que les séries télé nous montrent aussi un avenir sombre. Alors vous allez me voir arriver avec mes gros sabots sur l'actualité du jour, sur la marche sur le climat, mais parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Mais justement, est-ce que
ces séries télé-là nous montrent pas, notamment dans la SF, en disant voilà sur quoi ça pourrait nous arriver si jamais aujourd'hui on ne prend pas conscience de la raréfaction de l'eau, de l'air, voilà. Mais tant mieux, parce que c'est ça aussi l'intérêt des médias. On parlait de bataille culturelle tout à l'heure, c'est de la culture, donc mine de rien, on est ce qu'on lit, on est ce qu'on mange, et on est ce qu'on mange aussi à travers la télé. Donc tant mieux qu'on nous montre aussi un futur terrible, tant mieux qu'il y ait aussi les Terminators, même si Schwarzenegger, il y a un côté très américain derrière, mais ce qui est intéressant les Skynet, c'est Google. Les Skynet, c'est Google, mais c'est exactement ça, c'est les GAFAM. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps, je n'ai pas du tout la même lecture que quand je l'ai vu à 12 ans. On parlait de 1984, c'est exactement ça qui est intéressant, c'est de se dire d'un autre côté, c'est de la SF, et ça qui est intéressant derrière les scénaristes, c'est de nous dire attention. Il y a Wall-E, là, je peux pas. C'est pas une série télé, mais c'est clairement c'est une fable écologiste pour les enfants et pour les adultes aussi. Je veux dire, on peut pas ne pas parler de ça. Les Miyazaki aussi, d'une autre manière. Princesse Mononoke, c'est que ça. Mais The Handmaid's Tale, hein. Oui. Un des fondements de Oui. The Handmaid's Tale, c'est quand même qu'il y a plus de enfin, toute la pollution, etc., a eu un impact sur la fertilité des humains, et que donc il n'y a plus de femmes fertiles, et enfin de moins en moins de femmes et d'hommes fertiles, et que donc on va esclavagiser les quelques femmes fertiles qui survivent. Donc en fait, tout ce côté environnemental, etc., on l'a aussi dans les séries de manière un peu, de fable, parce que Handmaid's Tale, c'est évidemment, quoi qu'avec ce qui se passe aux États-Unis, je sais pas, mais c'est évidemment de la science-fiction à 100%. C'est vrai que sur le rapport à l'écologie, il y a des films, il y a Waterworld à l'époque, mais c'est à l'inverse, il y a les Mad Max, etc. Toute cette j'essaye de rentrer dans la geek, la pop culture, hein, des références comme ça, Mad Max, etc. Mais non, je voulais revenir sur l'influence série télé et politique, et notamment ce regard croisé. Par exemple, on voit House of Cards, alors on en a parlé tout à l'heure, moi je renvoyais à Donald Trump, vous me disiez que c'était peut-être pas la meilleure série pour renvoyer à Donald Trump, mais on voit par exemple le compte Twitter de House of Cards, donc Claire Underwood ou Frank Underwood, interagir avec la vie politique, et donc devenir un acteur politique. Je ne sais pas si on peut dire que ça devient un acteur politique juste parce que ça interagit avec du contenu politique. Mais en tout cas, ça, c'est quelque chose... il faut faire la part aussi du marketing, c'est-à-dire que c'est aussi... C'est du marketing. C'est totalement du marketing. Et Clem interagit sur Twitter aussi. Les personnages de Fais pas ci, fais pas ça avaient aussi des comptes Twitter indépendants, indépendants, pas de la production, mais autonomes par rapport à la série, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui n'est pas geste politique non plus toute captation d'une atmosphère politique. Il y a même des fois où ça allait hyper loin, avec par exemple, je me souviens que la série, je crois que c'est Amazon, The Man in the High Castle, qui avait dans le métro de New York transformé. Alors, c'est une série qui met en place un monde dans lequel les nazis et les Japonais de la Seconde Guerre mondiale ont gagné, et où du coup les États-Unis sont divisés entre une partie devenue le Troisième Reich et une autre étant occupée par les Japonais. Et ils ont fait un bad buzz terrible en transformant une rame du métro de New York en métro avec des logos, des croix gammées partout. Et ça avait vraiment effrayé les gens, tout en ayant été évidemment un coup marketing assez dingue, puisque c'était une série qui venait quand même qui n'allait pas forcément être vue par énormément de monde, mais qui, grâce à ce bad buzz, a été vue peut-être par plus. Alors, juste pour revenir sur Claire Underwood, j'invite le chat à chercher. Je sais qu'elle a liké une publication #Envie des robes. Je me demande si c'est pas sur le compte Campus, mais elle l'a fait. Donc cherchez, et je sais que j'en suis sûr. Ouais, j'en suis sûr, je l'ai vu. Donc Claire Underwood serait un soutien de Raphaël Glucksmann. Eh ben oui, voilà, c'est ça. On sait pour qui elle vote. On fait un super Claire. raccourci. Je ne sais pas si elle a le droit de vote aux élections européennes dans un des pays européens, en tout cas. Mais en tout cas, voilà, on l'invite à venir voter dimanche, parce qu'il n'y a qu'un seul tour. On va arriver à la fin de cette émission. Donc, comme c'est pour l'habitude, on va faire un dernier tour de table. L'émission s'appelle Rose Combat TV. Enfin, la chaîne s'appelle Rose Combat TV. L'émission, c'est La politique, ce n'est pas sale. Et donc, comme c'est une rose, l'idée, c'est que le rose, il y a une fleur, il y a des épines. Donc, coup de cœur, coup de griffe. On commence par Corinne. Moi, je veux juste avoir un coup de cœur, qui est que j'espère que les jeunes vont participer massivement aux élections dimanche. Passer de la fiction à la réalité, c'est important. Il y a un taux d'abstention extrêmement fort
annoncé chez les jeunes. Ils s'intéressent, ils s'engagent, ils sont passionnés de politique par ces séries télévision, par ces films, par ce qu'ils lisent, etc. Et en fait, ils se rendent peut-être pas compte que tout ce qui les passionne dans ces fictions-là, il y a aussi des vrais hommes et femmes qui ont une influence réelle sur la vraie vie, sur la vie réelle. Et l'Europe, c'est extrêmement important, y compris dans le plus quotidien de notre vie. C'est aussi important à une échelle mondiale, la place de l'Europe, la force de l'Europe. Et donc, il y a des sujets qui intéressent beaucoup les jeunes, la question du climat, la question de notre avenir face à la mondialisation, de la justice sociale, de la lutte contre les inégalités. Toutes ces questions-là, elles doivent se jouer, elles doivent se décider au niveau européen. Et faites votre choix, regardez ce qui est présenté. Il y a 34 listes. Alors, bien évidemment, je vous invite à voter en Vie d'Europe, mais je vous invite surtout à voter. Merci. Séverine ? Alors, un coup de cœur et un coup de griffe série. Je verrai à dimension politique. Mon coup de cœur, c'est une série que je vous conseille qui a commencé il y a 15 jours, qui est une série britannique qui s'appelle Years and Years, qui est disponible en France sur MyCanal, et qui imagine dans une Grande-Bretagne post-Brexit, etc., et suite à une catastrophe nucléaire, ça se passe dans le premier épisode, donc ça je ne spoil pas. Pas de spoil. Voilà, face à la suite d'une catastrophe nucléaire, va voir monter une femme politique d'extrême droite dans la classe politique britannique, et donc ça part de maintenant, et la série se passe dans les années futures. Mais futures dans 2 ans, quoi. D'accord. C'est extrêmement bien fait. Cette femme politique d'extrême droite, c'est Emma Thompson. Donc c'est incroyablement bien joué. Ah, ça c'est chouette. Voilà, ça, il faut regarder. C'est un argument. Pour l'instant, il n'y a que 2 épisodes, mais je suis disponible puisque ça a commencé il y a 15 jours. Il y a un épisode par semaine. Mais moi, je suis déjà tombée totalement accro. Et le coup de griffe, on le fait maintenant aussi ? Absolument. Alors, mon coup de griffe, c'est un programme court de France 2 qui s'appelle Vestiaire, alors qu'il n'a pas l'air politique comme ça, qui suit l'histoire de 2 nageurs en situation de handicap, leur entraînement, etc., d'eux-mêmes et de leurs amis qui ont tous des handicaps différents. Et pourquoi c'est mon coup de griffe ? Parce que l'intention est très louable. C'est que moi, je trouve que c'est extrêmement honteux de la part du service public de proposer un programme qui mettent les personnes en situation de handicap dans une espèce comme ça de communauté dont ils ne sortent pas. C'est absolument pas inclusif. Et que par ailleurs, une excellente série sur la question du handicap américaine qui s'appelle Speechless n'a été achetée par aucune chaîne française. Et que là, c'est le vrai drame, parce que cette série qui, je vous invite à la pirater, Non. elle est absolument incroyable. C'est une sitcom familiale très très drôle, type Malcolm. Vous voyez Malcolm, sauf que l'aîné, en fait, est un infirme moteur cérébral qui ne peut pas se déplacer et qui ne peut pas parler. Et toute la série tourne autour de comment la famille, alors pas que ça, il y a aussi les frères et sœurs, etc., mais comment la famille se bat pour que cet enfant puisse avoir la même vie que ses frères et sœurs et que ses camarades. Un beau coup de griffe et un beau coup de cœur. Olivier ? Alors le coup de cœur, c'est notre programme. Pourquoi ? Souvenons-nous, au mois de novembre, les Gilets jaunes, je crois que c'est le 17 novembre, ils sont allés sur les ronds-points, ils ont manifesté suite à la hausse de la taxe sur l'essence. D'un autre côté, suite à la démission de Nicolas Hulot, nous avons tous les mouvements écolos, les gilets verts, les rubans verts qui sont sortis dans la rue. Bon, Alternativa et ANV21 l'ont très bien fait avant, mais une forte mobilisation. Notre programme, ça a été reconnu, et je le dis haut et fort, par Alternative économique. C'est un article qui est paru hier ou avant-hier. Nous sommes les seuls alliés aussi forts avec des vraies propositions comme le pacte finance-climat, la justice sociale et l'écologie. Moi, effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, je reconnais, je faisais partie des sceptiques dans la Nouvelle Donne et je disais, attendez, il faut lier les deux, même fin du monde, fin du mois, même combat. Et nous sommes les seuls à l'avoir fait. Et donc, du coup, pour les gens qui sont épris de justice sociale, il n'y a pas d'écologie sans justice sociale, il n'y a pas de justice sociale sans écologie, il faut le marteler. Et il n'y a qu'une liste qui le propose, il n'y a qu'une liste qui propose le pacte finance-climat, c'est nous. J'oriente un peu Envie d'Europe. Voilà, liste Envie d'Europe. Voilà. Le coup de griffe, c'est le manque de fraternité dans notre société. L'Europe s'est construite en réaction par rapport à la guerre, par rapport au nazisme. Et aujourd'hui, il y a des gens sur les débats qui sont d'extrême droite, qui sont de droite, mais d'une droite extrême, qui se disent du centre, mais qu'en fait, qui sont aussi d'une forme de droite extrême, qui se permettent d'agiter alors j'ai fait un gros point Goldwyn et je l'assume entièrement,
comme pendant la guerre, un soi-disant ennemi qui vient. Les migrants, les exilés, ils fuient des situations horribles. Ce n'est qu'un faible pourcentage qui arrive. Ce n'est pas une vague migratoire. La vraie vague migratoire, elle va arriver quand il y aura la catastrophe climatique qui va arriver, mais c'est même pas après-demain, c'est demain, elle arrive. Et donc du coup, moi, c'est vraiment de me dire, mais nous sommes de la même, c'est peut-être con ce que je dis, mais nous sommes de la même espèce humaine. Regardez les étoiles, nous sommes sur un même bateau. Et vraiment, ce manque de fraternité, quand j'entends quand j'écoute les débats, merci. Eh ben, il y a des moments, j'ai des insultes énormes, et je pense que tous mes voisins m'entendent, parce qu'on oublie que nous sommes tous de la même espèce humaine. Donc la fraternité, c'est vraiment mon coup de griffe. Ça ne peut pas juste être une valeur qui est mise au-dessus d'une école, qu'on met comme ça, qu'on ressort de temps en temps. Non, la fraternité, elle se vit. Alors les droites extrêmes et les extrêmes droites, où est votre fraternité ? Et avant de vous passer la parole, Emma, je voudrais rebondir sur ce que vous dites, et c'est la vulgarisatrice scientifique spécialisée du spatial qui parle. On n'a pas de plan B. Voilà, on n'a qu'une planète. La Lune n'est pas un plan B. Mars n'est pas un plan B. Les exoplanètes ne sont pas des plans B. On n'a pas de plan B. C'est pas la Terre qui va sauver, c'est notre espèce. Voilà. Je dis de façon très triviale, nous allons tous mourir. Qu'est-ce qu'on fait ? Oui. La planète survivra très bien à la disparition. Ah oui, bien sûr. Elle se passait de nous la plupart du temps. Elle n'a pas besoin de nous, la planète. Non, non. Emma. Nous, on a besoin d'elle. Alors, tout d'abord, un petit coup de cœur série pour rester dans notre univers. Pour une série qui n'est pas très connue, qui s'appelle The Marvelous Mrs. Maisel, qui parle d'une femme dans les années 60 aux États-Unis qui décide de faire du stand-up et de quitter son mari. Et c'est quelque chose d'assez dingue, cette série, et je vous la conseille. Elle est drôle, elle est touchante. Mais on est quand même dans un... Où ? Sur Amazon Prime, je crois. C'est ça ? Ou en streaming, voilà. Ouais, en streaming, je sais plus où. Non, mais en streaming légal, mais je sais plus où. Et sinon, juste pour terminer sur la même note, finalement, c'est dimanche. On doit tous voter, on doit tous aller voter, tous aller voter, se mobiliser. On revient, nous, avec Olivier de la Marche pour le Climat. C'était un moment qui était important, mais qu'il faut transformer. Il faut transformer ce moment politiquement. Il faut qu'on soit tous mobilisés pour voter. On parlait tout à l'heure de Game of Thrones, on parlait tout à l'heure d'autres séries. C'est des séries dans lesquelles on parle finalement très peu de démocratie. Où le moment démocratique, le moment de l'élection, il est très vite survolé parce qu'on s'intéresse aux personnes qui ont du pouvoir. Et le moment de l'élection, c'est le moment où tout le monde est à égalité. Tout le monde vote, ou tout le monde en tout cas peut voter. Donc saisissez ce pouvoir, soyez finalement la Claire Underwood, soyez le Jon Snow qui a du pouvoir dans la série, vous aurez beaucoup plus de pouvoir en allant voter. Donc au 26 mai, allez voter. C'est un bel appel, soyez tous des Claire Underwood ou des Jon Snow, on pourra en citer d'autres, mais en tout cas voilà, merci à vous quatre de votre présence, franchement ça a été très 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 plaisant d'échanger avec vous. On est toujours sur Rose Combat TV, on vient de finir ces 3 séquences, on avait une séquence sur le e-sport, une séquence sur la mobilisation des jeunes en Europe et sur le climat, et on vient de terminer sur une belle séquence autour des séries télé et de la politique. Et de la culture pop en général. Et de la culture geek aussi un petit peu. Et de la culture geek. Donc c'était notre émission, l'émission Ce n'est pas sale. On est sur Rose Combat TV. On va se retrouver, j'espère, très prochainement. Pour l'instant, on n'a pas d'autres émissions de programmées, mais on espère reprendre l'antenne très vite sur d'autres sujets. On en a évoqué un certain nombre qu'on souhaiterait continuer à aborder avec vous. Vous avez été très nombreux sur le chat à réagir sur les trois émissions. Merci à vous tous. On ne va pas tous vous citer parce qu'en plus, j'ai du mal à lire tous les noms. Mais en tout cas, merci à tous. Je fais un petit salut aussi à toute la technique qui sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Merci à vous, vous les voyez pas, mais ils sont vraiment, voilà, on a une qualité de réalisation, alors on va leur citer des fleurs encore pendant une minute, mais on a une qualité de réalisation vraiment professionnelle et c'est très agréable, en tout cas moi qui ne suis pas professionnel de l'animation, c'est très agréable d'être encadré par vous tous. On peut retrouver l'émission sur la chaîne YouTube Rose Combat TV, si je ne dis pas de bêtises, mais la community manager me fait signe que oui, effectivement. Sur Twitter, Rose Combat TV aussi, le hashtag Rose Combat sur TV, YouTube. Si vous voulez commenter, même a posteriori. Il y a également les meetings politiques commentés. Alors j'étais avec Maëlys qui m'a accompagné. Il y a Cédric et Gaston qui ont aussi commenté les différents meetings alors j'ai Rennes, Paris, Marseille, Limoges, tous ces meetings. Vous pouvez les retrouver sur YouTube et vraiment voilà, c'était des moments très agréables et j'espère que voilà, on a tous pris du plaisir lors de cette chaîne, pris du plaisir dans cette campagne pour Raphaël Glucksmann et voilà, je vous dis à très très bientôt sur Rose Combat TV en direct et pour décrypter, comprendre la vie politique. À très bientôt et bon week-end à tous. À très bientôt et pensez à aller voter
Un seul tour, un seul jour, dimanche. Merci à vous.